Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Quand la vie se déroule sans accroc, on se laisse porter et on lui fait confiance. Jusqu'au moment où tout bascule et où une succession d'événements peut manquer de nous entraîner vers le fond. Il faut alors trouver la force de remonter, de se reconnecter à soi, de renouer avec son identité et de tout redéfinir. Pour le meilleur et que pour le meilleur. Nasrine a 43 ans. Elle est mariée et elle a auprès d'elle 3 garçons de 13, 10 et 6 ans. Elle vit à Dakar depuis toujours. Et c'est là qu'elle a démarré sa carrière professionnelle après des études en France. Elle, dont la vie est un long fleuve tranquille, connaît ses premiers remous quand elle se rend compte qu'avoir un enfant n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. Alors quand elle se découvre enfin enceinte d'une petite fille, elle est tellement heureuse qu'elle ne touche plus terre. Mais tout à coup, une vague l'a submergée, quand elle a compris en fin de grossesse que sa petite fille ne grandirait pas à ses côtés. Elle passe alors de l'insouciance à l'angoisse. Et ce n'est plus avec légèreté, mais plutôt avec appréhension, qu'elle aborde ses grossesses d'après et accueille ses 2 premiers fils. Car comment être une mère sereine quand la peur nous pousse à être hyper protectrice? Et comment en arrive-t-on à s'oublier dans la maternité jusqu'à ne plus savoir qui on est, tout en ayant pourtant l'impression qu'on n'en fait jamais assez? Nasrine nous racontera comment la matrescence l'a fait exploser en plein vol. Malgré le bonheur d'être mère, les difficultés rencontrées, notamment sur l'allaitement, la pression qu'elle se mettait au boulot, la fatigue chronique, le sentiment d'isolement et des événements familiaux difficiles ont bien failli la faire sombrer. Elle qui s'est longtemps efforcée de tout mener de front sans rien lâcher, a finalement dû faire des choix et décider de ce qui était bon pour elle et pour sa famille. Elle a alors enfin pu souffler et accueillir son 3e fils avec plus de sérénité. Se reconnecter à elle-même et définir son équilibre familial fut un cheminement au cours duquel elle a énormément appris. Et c'est ce qui la pousse aujourd'hui à s'investir pour les autres, en offrant aux femmes et aux mères un espace de parole et d'échange pour créer du lien et permettre cette transmission qui lui a tant manqué. Nasrine nous livre son récit en toute vulnérabilité. Et ce n'est pas un exercice facile, mais c'est important. Parce que partager son histoire, c'est envoyer un message d'amour et d'espoir à toutes les femmes, en leur disant « Vous n'êtes pas seuls ». Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Nasrine. Bonjour Alix. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Merci à toi. Alors Nasrine, est-ce que ça te plaît d'être maman? Oui, je pense que c'est une grande partie de ce qui me définit et je ne m'y attendais pas. Ça veut dire que quand j'ai voulu tomber enceinte, pour moi, c'était une suite logique de ce qui s'était passé dans ma vie, tu vois. Genre, j'ai grandi, je suis allée à l'école, j'ai été bonne élève, je suis tombée amoureuse de mon futur mari et on a voulu se marier à un âge où, voilà, c'était
c'était socialement acceptable, ni trop tard, ni trop tôt pour ma génération. Et suite à cela, naturellement, j'ai voulu tomber enceinte, mais sans me poser de questions, plus que ça. Et voilà, je pense que c'est normal à cet âge. Je me suis jamais dit à quel point ça allait impacter ma vie, comment ça allait me changer. Donc oui, j'aime être maman. Après, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai trouvé que j'étais pas du tout préparée ni à tout ce qui peut se passer avant même d'être maman, ni au fait d'être maman en soi. Donc oui, très heureuse d'être maman, mais c'est un job difficile. Et toi, dans quel modèle familial tu as grandi? Alors moi j'ai grandi entre mes deux parents donc et j'ai eu un petit frère et au sein d'une famille élargie assez soudée, que ça soit des deux côtés, mais mes deux parents sont très famille. Et moi, j'ai toujours grandi dans ce modèle et donc avec une maman, mère au foyer, qui a toujours été très présente avec nous, très impliquée dans tout ce que nous faisions, que ce soit, du côté, éducatif, que social ou enfin, toujours très présente, dans tout ce qu'on faisait. Et toi, à cette époque, quelle vision tu avais du rôle de mère? Alors, est-ce que même j'avais une vision? Je pense que je m'étais pas posé la question. Je sais juste que j'avais une maman qui a toujours été là, qui a toujours, répondu présente à tous nos besoins, toutes nos envies, en tout cas du mieux qu'elle pouvait, qui a toujours cherché à nous protéger, voilà, de toutes les situations, qui auraient pu nous déranger ou nous faire peur, voilà, avec ce qu'elle pouvait faire à l'époque. Et mais est-ce que j'avais une vision précise? Je ne sais pas. Je sais qu'elle, quelque part, n'a jamais voulu que je suive peut-être ses traces de mère au foyer, parce que je me rappelle, quand j'avais 15 ou 16 ans et que je rentrais dans la cuisine et elle me disait: «Non, non, non, toi ne te préoccupe pas de cuisiner, concentre-toi, sur étudier». Bon, elle le disait pas comme ça, mais c'était, enfin, je l'ai entendu comme ça pour que tu ne sois pas réduite à ça, tu vois? Donc j'ai étudié, je suis partie, j'ai fait mes études, j'ai travaillé et quand je suis revenue à Dakar, voilà, j'avais déjà trouvé mon job avant même de rentrer et donc j'ai continué à travailler, je me suis mariée et voilà. Et donc, ton désir d'enfant, il est venu, finalement, assez naturellement? Est-ce que c'est le fait de rencontrer ton mari? Est-ce que tu y pensais déjà? Comment il est né ce désir de devenir Alors mère? non, vraiment, je n'y avais pas pensé avant, mais quand je me suis mariée, c'est pour moi, c'était la continuité naturelle de vouloir, fonder une famille, avec mon mari et je me suis pas posé plus de questions que ça et là, je pense que j'ai eu ma première claque parce que finalement, pour moi, c'était un processus complètement naturel, comme tout ce qui s'était passé, précédemment dans ma vie et en fait, non, c'était pas enfin si, c'était un processus complètement naturel, mais naturel ne veut pas dire simple. Et là, j'ai découvert que non, c'était pas si simple que ça. Et avec ça, donc, a grandi une grande angoisse, une insécurité et une frustration, en fait, parce que c'était la première fois que dans ma vie, je voulais faire quelque chose et je n'y arrivais pas. Moi, je te dis ça, c'était pas non plus quelque chose de tragique, hein. Il y a des femmes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles, mais quand tu sais pas que ça peut ne pas être aussi simple que ça, c'est un choc. Tu fais un ou 2 œufs clairs, tu fais une fausse couche, et tout ça, t'es pas préparé et puis tu te dis: «Bon, c'est pas grave». Mais en soi, si, ça t'a affecté, mais tu sais pas sur le coup que, tu sais pas que pour toi, c'est grave. Donc juste essaye d'avancer et tu là, tu te dis: «Bon, l'objectif, c'est que j'arrive à avoir un enfant finalement, puisque c'est ça que je voulais, donc tout ce qui va se passer sur la route, c'est pas bien grave». Et tu as l'impression que justement on ne parle pas assez ou on minimise, l'impact que ça peut avoir, comme tu le dis, d'avoir un œuf clair, de faire une fausse couche, que la route ne soit pas aussi, droite qu'on l'imagine. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en capacité de recevoir ces expériences-là ou au contraire, pas du tout? Alors, j'ai envie de te dire, alors clairement, il y a 15 ans, non, enfin, on n'était pas du tout en capacité, il y avait même pas de discussion autour de ça et puis c'était comme si c'était un non-événement, en fait. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses sont beaucoup plus évoluées, le discours est beaucoup plus ouvert et j'ai l'impression que les femmes partagent plus. Hem, alors est-ce qu'elles n'y pensaient pas avant? Est-ce que la voie n'était pas libre? Je sais pas trop, tu vois? Mais en fait, tu as toujours l'impression que c'est une fois qu'il t'arrive quelque chose,
qu'on vient te dire « Ah, mais moi aussi, elle aussi ». Et toi, tu es là, tu dis « Ah bon, mais moi, j'ai toujours cru que chez tout le monde, c'était arrivé hyper simplement, tu vois ?» Et en fait, non. Ça prend du temps pour que les langues se délient. Je pense que c'est pas évident et qu'on n'est peut-être pas forcément éduqué en ce sens. La maternité, j'ai l'impression que ça a été amené de... Voilà, on te dit c'est naturel, les femmes savent faire, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, et donc y a pas à s'asseoir et en discuter, en fait, tu vois. Mais si, si, faut en discuter. Je pense que ça simplifierait tellement la vie, ça allégerait tellement les femmes que certains sujets soient abordés au préalable et qu'elles soient préparées à vivre certaines choses, ou du moins à savoir que ça existe, et même tant mieux si ça leur arrive pas, mais ne serait-ce que pour être dans l'empathie pour celles à qui ça arrive, déjà ça serait un grand plus. Tu penses que tous ces sujets qui tournent autour de la grossesse, de l'accouchement, de ce qui peut se passer, le postpartum, est-ce que c'est particulièrement tabou au Sénégal ou au sein de la communauté libanaise? C'est pas que ce soit tabou, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi le fait, tu sais, que les gens avant vivaient beaucoup plus en communauté, que ce soit au Sénégal ou dans la communauté libanaise en elle-même. Et de fait, je crois que des sujets étaient abordés, et en tant que jeune fille, tu devais les écouter parce que ça se passait devant toi. Et puis, les familles ont commencé à vivre de manière plus en noyau nucléaire, comme on dit. Et donc, je pense que les informations se sont perdues ou ne sont plus jamais arrivées. Et donc, toi, tu arrives à un stade de ta vie, t'as zéro info. Donc il y a une partie de la transmission aussi par rapport à l'évolution des modes de vie et des façons de faire qui a été rendue un peu plus compliquée certainement. Ah clairement. Et tu vois, par exemple, moi, lors de ma deuxième grossesse, parce que ma toute première grossesse, j'étais enceinte d'une petite fille, et en fin de grossesse, on a su qu'elle était atteinte d'une maladie très grave, un spina bifida. Donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Et du coup, lors de ma deuxième grossesse, c'était encore plus précieux pour moi, cet enfant à venir, et je voulais tout trop bien faire. Donc j'ai lu des tas de choses. Une chose en amenant une autre, j'ai découvert un monde de l'accouchement, du lien d'attachement, du maternage, que je connaissais pas. Donc je me suis intéressée à toutes ces choses, mais par exemple, je n'avais jamais vu quelqu'un allaiter devant moi. Donc moi, quand je prends la décision d'allaiter, si tu veux, je prends la décision d'allaiter parce que de ce que j'ai lu, ça m'a parlé. Je suis convaincue que c'est ce que j'ai envie de faire pour mon bébé. Donc ça, c'est la théorie. Mais en pratique, je sais pas trop comment on fait. Et donc, ce bébé arrive. Et en fait, l'allaitement se met pas très bien en place pour moi parce que je suis hyper angoissée. Cet enfant, il est hyper précieux pour moi. Quand tu as une mauvaise expérience avec un premier, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup culpabilisé. Quelque part, tu te dis, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas? Et donc, il y a tous ces stress que tu amènes avec toi vis-à-vis de ce deuxième enfant. Et quand tu es stressé, ça t'aide pas à allaiter parce que tu n'as pas les bonnes hormones, en fait, pour que la lactation se mette bien en place. Et du coup, c'est 2 fois plus difficile. Et toi, tu accouches. En tout cas, moi, encore une fois, pour ma part, tu rentres en mode mère nourricière. Et je me dis, mais la chose fondamentale que je suis censée faire là pour cet enfant, j'y arrive pas. J'ai pas assez de lait, je le vois pas. J'ai pas la poitrine enflée comme je me l'imaginais si tu dois allaiter. Enfin, toutes les images que tu peux avoir en tête qui sont pas forcément la réalité, sauf que tu sais pas, on t'a jamais dit. Donc voilà, et en fait, tu sais quoi, pas longtemps après, donc je suis à mon bureau et ma directrice de l'époque avait accouché son deuxième enfant, une petite fille, et elle était intolérante au lait en poudre, au lait maternisé. Et donc, elle devait l'allaiter tout le temps. Et un jour, on l'appelle et on lui dit Maë, il faut qu'elle prenne la tétée. Elle s'est réveillée et on était en réunion avec un très gros client. Et elle leur dit amenez-la moi. Et donc, en pleine réunion, je la vois, pouf, qui fait ça, mais très habilement, tu vois, de manière discrète et tout.
Mais moi, j'étais bouche bée, en fait, tu vois. On était avec déjà 2 hommes et puis, c'était, intense, fallait réfléchir, on était en train d'argumenter, je crois qu'on proposait une présentation donc, tu te bats pour ton truc, tu vois? Et elle est là, elle met Maë au sein et puis elle trace sa route, quoi et j'étais éberluée et tu sais qu'il y a des moments comme ça dans ta vie, il y a un shift et tout devient tellement simple, tu te dis: «Mais en fait, c'est aussi simple que ça. Ton enfant a besoin de boire, tu le mets au sein et puis ça t'empêche pas de faire tout le reste». Mais avant ça, je ne m'étais jamais dit ça et je me dis: «Mais si j'avais vu ça avant, ma vie aurait été tellement plus simple» et en fait, ça a changé, complètement ma perception des choses. Tu jamais perçu que ça pouvait être, aussi Aussi simple? simple. Et donc là, on parle de ton expérience d'allaitement et est-ce que, du coup, ton expérience, de grossesse, pour, ton deuxième et d'accouchement, ça, tu t'étais, préparée? Comment tu l'as abordé, cette expérience-là? Je me suis préparée, mais si tu veux, je me suis préparée, j'étais tellement angoissée. Tu vois, ma toute première grossesse, bah, j'étais tellement heureuse et sereine que j'avais l'impression de même pas toucher le sol, tu vois? Et en fait, une fois que tu as une mauvaise expérience, malheureusement, bah, tu peux plus avoir, cette naïveté, cette candeur, ce bonheur total de: «Je suis enceinte et c'est trop beau». Parce que tu sais, tout ce qui peut mal se passer et donc j'étais préparée dans le sens à tout ce qui peut mal se passer. Je me suis pas dit: «Comment je veux accoucher?» Enfin, honnêtement, j'ai pas pensé à ça. J'ai eu une grossesse hyper médicalisée, je faisais tout le temps des échos. Je suis allée en France faire mon écho morphologique en me disant, voilà, ils ont la dernière technologie là-bas, s'il y a quelque chose, ils vont le voir parce que ma première grossesse ici, en fait, ils sont pas arrivés à voir, ce qu'il y avait. Du coup, je suis allée très loin dans ma grossesse et c'est en France qu'on m'a diagnostiqué le problème. Donc voilà et du coup, j'étais juste anxieuse. Je voulais arriver au jour où j'allais avoir, enfin mon bébé dans les bras, ce que j'avais pas pu avoir la première fois. Donc non, pas préparée à ce que moi je voulais. C'était juste, il fallait que je tienne, le coup jusqu'au bout, que voilà, que j'ai pas encore de mauvaises surprises et après, j'ai eu la chance d'avoir un médecin formidable, déjà qui m'a pris sous son aile en sentant que psychologiquement j'étais fragile par rapport à ce qui m'était arrivé, qui m'a vraiment soutenue toute ma grossesse. Et lors de l'accouchement, tu vois, c'était un accouchement précieux. Et puis au départ, le bébé descendait pas. Et j'entends à la clinique, bah, tu sais, tu es là, tu essayes de te concentrer, mais tu as cette perception de toutes les voix autour de moi et je commence à entendre, césarienne, forceps, on m'appuie sur le ventre, chose que, tu vois, j'ai découvert des années après que c'était totalement interdit. Puis à un moment, il a senti que je commençais à être tendue et là, il me dit: «Regarde-moi, c'est toi et moi et on va y arriver». Et c'est comme ça que ça s'est passé et même la péridurale, il a super bien géré. Ça veut dire que j'ai pas eu des douleurs, horribles, mais j'ai tout senti de manière à pouvoir pousser et dès que j'ai fini d'accoucher, je sentais que ça avait été tellement, léger que j'ai récupéré toutes mes sensations immédiatement, tu vois? 2 heures après, bon après je pense que c'était l'adrénaline et le bonheur aussi, mais je me suis levée, j'ai pris ma douche toute seule, et donc du coup, sans avoir réfléchi à mon accouchement, finalement, je n'aurais pas pu, rêver mieux, mais grâce à lui, parce que moi, j'ai pas pensé à tout ça. À un moment donné, vers 7 mois, j'ai commencé à lui dire: «Mais je stresse, je sais pas comment on accouche et tout» et il m'avait dit: «Tu vas te laisser guider, tu vas respirer, tu vas écouter ton corps et les choses vont se faire» et on n'est pas allé plus loin que ça. Mais ça s'est super bien passé finalement. Et la rencontre avec, ce petit garçon, est-ce que c'est un moment qui t'a marqué? Est-ce que tu as eu l'impression que tout de suite, c'était évident, c'était un coup de foudre? Est-ce qu'il t'a fallu, un peu de temps pour, l'apprivoiser? Quel souvenir tu as de ce moment-là? Non, un bonheur, de fou, un coup de foudre de fou. J'arrivais pas à croire que, voilà, ce bébé que je trouvais, parfait, et puis en plus, tu sais, il faisait un bon 4,5 kg, donc c'était le bébé, tu angoisses pas de l'attraper. Il est là, il est bien là, tu vois? Donc je le regardais, j'en croyais pas mes yeux. Après quand même il y avait quand même cette angoisse. Est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Est-ce que je vais savoir bien m'occuper de lui? Est-ce que je vais être une bonne maman? Surtout, est-ce que je vais le garder en vie, hein? Disons-nous les choses. C'est-à-dire quand il a eu 1 an, Heu, je me suis auto-congratulée en disant, «Bravo, tu l'as fait. Il est là, il va bien, il a l'air bien heureux, il a bien grandi». Mais beaucoup d'angoisse au départ. Par contre, bah, surtout par rapport à ce que je te disais, cette histoire d'allaitement qui se mettait pas bien en place
Et, et voilà, et finalement, l'aide que j'ai pu recevoir autour de moi par rapport à ça, c'est via des femmes qui avaient elles-mêmes allaité. Et heureusement, parce que sinon, toute seule, en fait, tu comprends pas. On t'a pas dit, et puis on te dit, mais t'as pas assez de lait, donc donne-lui un bibi. Mais en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en réalité. Et il faut arriver à tenir cette pression quand toi, tes hormones, elles sont en chute libre parce que tu viens d'accoucher. T'as les femmes de cette génération à qui on a dit, libérez-vous, vous donnez le biberon, et qui comprennent pas que 40 ans après, tu vois une femme qui est là, qui essaye désespérément d'allaiter. C'est ma mère qui me dit, mais donne-lui le biberon, au moins tu saurais ce qu'il mange, et genre c'est parfait, quoi, tu vois, c'est la solution évidente. Et moi qui suis là en train de m'escrimer à vouloir donner du lait maternel. Et vraiment, vraiment, je pense que ce qui m'a sauvée, c'était que la personne qui cuisinait à la maison à l'époque, Abby, et donc qui était chez nous toute la journée, et qui avait déjà 2 enfants et qui les avait allaités, mais donc j'avais du soutien toute la journée en tout cas, tu vois. Et quand elle était là, je me sentais sereine parce qu'elle me disait ça va aller, et puis prends cette position, et t'inquiète pas, et elle me faisait à manger les choses qu'il fallait. Mais tu vois, par exemple, dès qu'elle rentrait chez elle le soir, je me rappelle, j'avais cette angoisse qui montait en me disant je suis seule. Et voilà, et si je sais pas quoi faire, et si ça se passe mal, et tu mets des semaines avant que cet allaitement se mette en place et avant d'atteindre une certaine sérénité. Et honnêtement, je pense que si j'avais pas eu cette personne qui était chez moi toute la journée, du lundi au vendredi, mais j'aurais pas atteint ce cap, tu vois, des 2 mois et demi, où je sens que ça y est, j'ai atteint un certain palier, j'ai pris mes marques avec mon bébé, et je rentre dans cette aventure de l'allaitement plus sereine. Ouais, c'est vrai que l'allaitement, c'est naturel, mais pas forcément simple. Et effectivement, on dit en général, il y a un cap de 2 3 semaines déjà pour que ça devienne plus automatique. Et après, ça devient quasi organisé, régulier, simple, léger, vers 2 mois et demi, 3 mois. Mais il faut Et y arriver à ces 2 mois et demi, 3 mois. il faut déjà y arriver à ces 2 mois et demi, 3 mois. Et malheureusement, c'est souvent à ces 2 mois et demi, 3 mois qu'on doit reprendre le travail. Ouais, Et ouais. que là, on se pose la question de est-ce que je continue ou pas? Toi, comment ça s'est passé? Parce qu'à ce moment-là, tu travaillais? Bah ouais, et puis j'avais un travail très prenant. Et tu vois, encore une fois, à l'époque, je savais pas qu'il fallait s'écouter, écouter ton instinct, il peut y avoir un temps pour tout dans la vie, tu vois, et que chacune doit faire selon ses besoins. Et moi, en fait, je pense que mes proches, mais je comprends hein, cette inquiétude, ils se sont dit, voilà, elle a perdu un premier enfant. Si on la laisse un peu céder à cette psychose, d'avoir peur de s'éloigner de lui, d'avoir peur de le quitter, elle va rentrer dans une sorte de relation qui est pas très saine. Et donc tout le monde m'a, je sais pas si mis la pression est le bon mot, mais en tout cas tout le monde m'a vraiment poussé à reprendre le travail, donc à la date attendue, qui est 3 mois plus tard. Je crois que j'ai réussi à gagner un mois supplémentaire en mettant des congés. Et donc j'ai repris, il avait 4 mois. Mais si tu veux, j'ai pleuré tous les matins en allant au travail jusqu'à ce qu'il ait 9 mois. Enfin, je crois que je me suis dit, c'est naturel, tu vois. Je me suis dit, oui, toutes les femmes font ça. Tu vas pas faire ta chochotte. Il faut travailler. Toutes les façons, il dort la moitié du temps. Abby, justement, est avec lui. Elle s'occupe bien de lui. J'ai confiance. Et moi, je rentrais tous les midis. Tu sais, tu as 1 heure d'allaitement. Et donc, je rentrais tous les midis pour l'allaiter. Mais voilà, du coup, j'ai un peu fichu en l'air mon allaitement parce que si tu l'allaites que le matin, le midi et le soir, ça va pas très loin non plus. Et puis, je me suis épuisée. Ça veut dire que je faisais des trajets. Je travaillais à Anne-Gorge, j'habitais au plateau. Donc, je faisais aller, retour, aller, retour. Il n'y avait pas les routes de maintenant. Donc, c'était un peu un calvaire de faire ce trajet. Alors, déjà, un aller-retour, voilà, mais 2. Et puis du coup, je mangeais pas parce que j'avais pas le temps. Et puis voilà, je te disais, c'est un travail très très prenant. Donc je travaillais de 8h30 à 18h30. Je rentrais, je m'occupais de mon fils. Quand je le couchais, je me remettais derrière mes rapports, derrière mon ordi. Et je me suis pas rendu compte combien je me suis épuisée, tu vois. Ouais, j'imagine, parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent pas Dakar en particulier, mais c'est vrai que le trajet, t'en avais au moins pour 1 heure, au moins pour 1 heure aller-retour à chaque fois. Et finalement, tu as allaité combien de temps, ton fils? Un peu plus d'1 an, 1 an et demi, je crois, le premier. Mais du coup, en allaitement mixte, hein, à la fin, c'était que celle du soir. Enfin, je dirais que même avec lui,
j'ai jamais réussi à faire un allaitement Exclusif. exclusif. Ouais, parce que dès la clinique, on avait donné des biberons. Voilà, ma belle-sœur était venue m'aider pour essayer de rééquilibrer ça, mais j'ai jamais vraiment réussi à enlever tous les biberons parce qu'il avait un gros poids et donc on m'avait dit il risque d'être en hypoglycémie. Et puis du coup, j'étais vraiment pas sereine et donc j'ai fait comme tout le monde m'a dit parce que j'avais trop peur, tu vois. Tu t'es pas forcément sentie très soutenue dans ce projet d'allaitement, que ce soit par l'entourage ou même par le milieu médical? Bah oui, à la clinique, tu vois, j'ai été hyper surprise après coup parce que je me suis assise et je me suis dit, mais je comprends pas. Toutes ces sages-femmes, ces infirmières qui sont à la clinique, mais elles allaitent en fait. Donc pourquoi? Bon, après, je comprends, tu es à la clinique, elles sont un peu en mode machine, tu vois, il y a plein d'enfants à la nurserie, donc elles veulent essayer de mettre en place un système pour les doucher à la même heure, pour voilà, leur donner un biberon à la même heure. Mais moi, personne m'a dit à l'époque que j'aurais pu demander à garder mon enfant avec moi. Tu vois, j'aurais gardé avec moi. Je me serais fait aider dans ma chambre par ma mère ou par mon mari. Et du coup, j'aurais géré cet aspect. Je veux bien comprendre que c'est pas gérable si tu as 10 enfants en même temps, que les mères t'appellent à tour de rôle en te disant je veux l'allaiter, et puis l'heure d'après recommencer. Elles sont humaines. Mais ça aurait pu être géré complètement différemment. Sauf que moi, je me suis pas dit que je pouvais demander ça. Personne ne m'a dit, et voilà. Et alors après cette expérience, du coup, de ta deuxième grossesse, de ton premier fils que tu as accueilli, comment est venue la réflexion sur le fait d'agrandir la famille? Écoute, je ne saurais pas te dire comment est venue cette réflexion. Alors, j'étais épuisée. C'est-à-dire, j'étais en train de faire un burn-out. Et moi, je pense, après coup, en y réfléchissant, que j'ai mis ça sur le dos de mon travail. Bon, qui était pour beaucoup, hein, parce que c'était physique, et puis l'histoire de l'allaitement, etc., comme je t'ai expliqué. Mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de mental, c'est-à-dire que je m'accordais aucun temps pour moi. Je me suis perdue en cours de route. Qu'est-ce que tu m'aurais demandé à cette époque-là? Qu'est-ce que tu aimes faire? Même qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, tu as 1 heure de libre, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais rien, en fait, j'ai rien envie de faire. Je m'écoutais même pas que j'étais devenue étrangère à moi-même, tu vois. Je pense que c'est aussi ça qui m'a épuisée. Et donc, un jour, je bug, en fait, et je vais voir ma directrice et je lui dis, je veux arrêter de travailler. Et du coup, elle a été exceptionnelle, comme toujours. Finalement, c'est les femmes autour de toi qui t'aident je trouve, à te sortir de ce genre de situation, parce qu'il y a que elles qui peuvent les comprendre. Tu vois, même si ton entourage est bienveillant, ton mari, bah, il est pas dans ton corps, en fait, il se rend pas compte de ce qui se passe. Puis peut-être que toi, tu donnes le change aussi, tu te rends pas compte, mais elle me dit: «Mais pourquoi tu veux démissionner? T'as trouvé un autre taf?» Et je lui dis: «Non, pas du tout, mais en fait, je n'arrive plus à tout gérer, ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et comme tu peux pas mettre ta vie personnelle sur pause, parce que tu as un enfant, il grandit, il faut t'en occuper, enfin, il y a des gens, quoi, des humains, bah, je pense que la seule solution qui s'offre à moi, là, c'est de mettre ma vie professionnelle sur pause. Ça, je peux.» Et elle me dit: «C'est juste enfin, c'est pas juste ça, mais c'est ça ton souci à l'heure actuelle?» Je lui dis: «Oui.» Elle me dit: «Bon, bah, tu prends 3 mois de congé, tu te reposes vraiment et on en discute à ton retour. Et si tu as besoin, j'en sais rien, de faire un mi-temps, de travailler de chez toi, on trouve une solution, mais c'est pas la peine de venir me dire, je démissionne, comme si c'est la fin du monde. Il y a des solutions, mais là, en fait, tu juste pas en état de les voir. Donc rentre chez toi et repose-toi.» Et je me suis dit: «Waouh, OK, c'est génial», parce qu'en plus je m'auto-flagellais, je me disais: «Mais j'abandonne mes équipes, je l'abandonne elle, c'est pas sérieux, tu vaux mieux que ça, tu devrais être plus endurante.» Et donc je suis rentrée et pendant que je me suis reposée, bah, je suis tombée enceinte. Ah, tu t'es bien reposée. Mais en fait, tu vois, c'est que juste quand tu te détends, voilà, malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est juste ça. C'est comme pour avoir mon premier fils, forcément, après ce qui m'était arrivé, j'en ai fait une obsession, moi, de retomber enceinte. Mais ça marchait pas, parce que j'étais trop tendue, trop stressée et tout. C'était pas physiologique, le problème, c'était mental. Et donc, je vais chez mon médecin, là, qui m'a accouchée la première fois. Donc, j'avais déjà commencé à le consulter parce que j'avais changé de médecin après ma première expérience, parce que ça s'était mal terminé avec lui. Je l'avais pas trouvé soutenant du tout, pour le coup. Et donc, il me dit: «Tu sais ce qu'il te faut?» Il me dit: «Tu dois aller en vacances avec ton mari.» Et mon mari, voilà, hard worker, enfin, c'était le début de nos années professionnelles.
on n'allait pas en vacances, on travaillait, c'était comme ça, c'était normal, on était jeunes. Et je rentre chez moi en me disant, mais je vais lui dire, hein, mais ça va pas marcher. Il savait que j'étais allée chez le médecin, il me dit alors et tout. Je lui dis, bah non, il y a aucun souci, mais il pense qu'on a besoin d'aller en vacances. Et il me dit, ok. Et tu sais, j'étais là, quoi? On va partir en vacances? Et il me dit oui. Et ben, figure-toi, en fait, j'étais enceinte avant d'aller en vacances. Ah oui. Tellement que je me suis détendue à l'idée d'aller en vacances. Finalement, c'était même plus la peine. J'étais enceinte avant d'y aller. Donc voilà, donc pour le deuxième, je tombe enceinte comme ça. Mais pour le coup, une grossesse pas du tout sereine. Parce que malheureusement, mon mari a perdu ses 2 parents durant cette période-là. Du coup, c'était tellement dramatique, tragique, que je me suis pas du tout préoccupée de ce bébé ni de moi. Et moi, en même temps, j'étais pas sortie de mon burn-out. Je venais juste d'avoir mes congés, donc j'avais pas du tout travaillé sur moi. C'est vrai que je m'étais reposée, j'étais à la maison, j'ai profité de mon fils, mais très vite, en fait, il a fallu réagir un peu à toute cette situation, aller aider la famille de mon mari, tout le monde était dans une peine immense. Et quand j'accouche, mon mari, il n'est pas du tout en état de recevoir cet enfant, tu vois. Il est tellement à vif de douleur. Et moi, du coup, je me sens très, très, très seule parce que je ne me suis pas remise, en fait, moi, de tout ce qui s'est passé. Et j'ai juste, cumulé tout ce poids mental. Et quand j'accouche, et donc je me rappelle, donc mon mari voyage beaucoup à l'époque pour le travail. Ma mère n'est pas là et donc je suis seule. Je suis seule, tu es dans Dakar, tu as nulle part où aller avec un nouveau-né, finalement, parce qu'en plus, c'est la période des moustiques, du palu, de la grippe, enfin, de tout ce que tu connais juste après la période des pluies à Dakar. Donc, j'ai nulle part où aller. Je peux pas. Dans ces cas-là, tu vas dans les autres maisons de tes proches. Mais ma belle-mère n'était plus là, ma mère était en voyage, et donc j'étais enfermée entre mes 4 murs et je sais pas, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis je me réveille un matin, j'ai une tendinite de l'épaule et je ne peux plus porter mon bébé pour l'allaiter. Mais une crise, je suis restée 2 nuits assise à en pleurer de douleur jusqu'à que la crise passe. Tu peux rien faire, même l'ostéo, enfin personne ne peut te soulager, il faut attendre d'être sorti de crise. Et là je me dis non mais ça va pas du tout, faut que tu fasses quelque chose en fait, tu fais n'importe quoi. Tu as un bébé il devait avoir même pas 3 mois et tu t'es tellement drainé, tu n'as tellement plus de ressources que tu en arrives à avoir une tendinite, tu ne peux même pas le porter pour l'allaiter. Donc je me suis dit bon, faut que tu travailles un peu sur toi-même parce que enfin, tu es la maman de cette maison, tu es le capitaine du navire, tu sombres, tout le monde sombre en fait. Sachant que mon conjoint, voilà, à cette époque, il est même pas en état de s'occuper de lui-même. Donc je me prends en main, je travaille sur moi-même, je commence à respirer, je commence à prendre du recul. Ouais, et ça a changé les choses, forcément. Et du coup, de quoi aurais-tu besoin pour que cette période-là soit plus sereine, finalement? Je sais pas. Honnêtement, je sais même pas si on aurait pu faire quelque chose pour moi à ce stade-là. J'avais trop, je sais pas comment le dire autrement, j'avais trop sombré en vrai. Ça veut dire que j'étais juste dans ma tête en train toute la journée de me répéter des choses négatives sur moi-même. Tu travailles plus, mais mentalement, t'es même pas là comme il faudrait pour tes enfants parce que tu n'es plus que l'ombre de toi-même en fait. T'as trop de souffrance, tu t'es trop oublié sur le chemin. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour moi? C'est pas comme si on n'a rien fait pour moi, tu vois. Je vois ma mère qui me disait, mais t'es épuisée, tu devrais arrêter de travailler. Et moi, je disais, mais non. Et dans ma tête, je me disais, elle comprend pas parce qu'elle, elle est toujours restée au foyer. Et au lieu de m'encourager, elle me dit de rester à la maison. Moi, j'ai besoin qu'on m'encourage. Mais elle, en fait, elle voyait ce que moi, je voyais pas, que j'étais en train de sombrer. Et je pense que d'un autre côté, mon mari, lui, se disait, il faut qu'elle travaille parce que ça lui change les idées, ça la fait sortir de la maison, qu'il y en a besoin pour mon épanouissement. Et moi, je le prenais comme une pression. Il faut que je travaille, sinon je vais le décevoir. J'ai pris ces 3 mois de congé. Mon mari donc a perdu ses parents et en même temps, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et donc très vite, je suis arrivée au moment où j'ai repris des congés derrière en disant je peux pas reprendre le travail maintenant.
Et je me suis retrouvée au moment où j'allais accoucher. Donc, je n'ai pas repris le travail au bureau. J'ai commencé à faire du freelance, mais j'étais pas confortable avec cette idée. Je me sentais quand même comme si j'avais pas été à la hauteur. Pourquoi je connais plein de femmes qui travaillent, qui avancent, qui ont un, deux, trois, plus d'enfants. Pourquoi moi j'y arrive pas? Et donc ça, pareil, ça a été du travail de se dire. Bah, ce qui convient à l'une ne convient pas forcément à l'autre. Je travaille de cette manière-là. C'est peut-être pas un travail qui a un titre en soi. Je vais pas au bureau, mais je travaille, je suis productive, je fais quelque chose jusqu'à arriver à être confortable avec ça. Ouais, donc tu te mettais aussi beaucoup la pression par rapport à une image que tu t'étais faite de toi-même et que tu voulais continuer à projeter. Tu sais, je pense que quand j'ai eu donc mon premier fils, mais c'est complètement inconscient, hein, c'est ma lecture aujourd'hui, mais du coup, j'avais tellement culpabilisé de ce qui s'était passé la première fois que je m'étais dit, il faut que je prouve à moi-même, à Dieu, aux hommes, à cet enfant que je mérite d'être sa maman. Et en fait, c'était la pire, c'était la pire approche à avoir. Ta maternité, faut s'écouter, faut l'apprécier, faut prendre le temps. Enfin, il faut qu'on te le laisse hein, aussi. Ceci dit, la société t'aide pas là-dessus. Vis-à-vis de mes enfants, bon, je pense que j'ai quand même réussi à faire que ce que je voulais qu'ils aient, mais vraiment au détriment de moi-même au départ. Tu vois, j'aurais pu en fait plus l'apprécier. Mais c'est vraiment, je me suis mise des injonctions. Tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Donc vraiment, je suis rentrée dans un extrême en fait. Et un extrême, c'est jamais bon. Et donc tu dis que tu voulais laisser personne s'en occuper. Et quel rôle avait leur papa dans tout ça? Est-ce qu'il a quand Ah même non, trouvé sa quand je dis place? laisser personne s'en occuper, non, leur papa, si, il était là, il était hyper présent, surtout pour le premier. Bah, lui aussi, il avait énormément souffert, de cette première grossesse. Donc non, il était là, mais tu vois, c'est plus en mode le papa joueur quand même. Il vient, non, non, mais si, il lui a changé ses couches, il lui a donné des bains, mais c'était moi quand je suis là, voilà, j'ai ce truc, ça doit être moi, la mère omniprésente. Je devais être trop relou pour tout mon entourage, la vérité. Et en fait, avant ma troisième grossesse, bah, je me suis retrouvée sur Instagram, je sais plus trop comment, mais j'étais encore, tu vois, toujours passionnée de toute cette histoire de maternité. Je lisais beaucoup le lien d'attachement, l'allaitement, une chose en entraînant l'autre. Sur Instagram, je tombe sur des comptes de maman. Et là, c'est comme si une nouvelle vie s'offrait à moi, tu vois. C'est un peu comme ce moment-là où je t'ai dit, j'ai vu allaiter pour la première fois. Bah, ces contes de maman, maternante, maternage proximal, cododo, il y en avait même, qui faisaient de l'école à la maison. Enfin, tu vois, je suis allée très loin dans cette vie qui était totalement différente de la mienne, mais en voyant, bah, mais qu'il y avait plein de possibilités, tu vois? Il y avait pas il y avait pas de modèle prédéfini et qu'elles étaient hyper bienveillantes, que, bah, il y avait plein de gens différents qui les suivaient, qu'il y avait celles qui donnaient le biberon, celles qui allaitaient de manière exclusive, celles qui allaitaient en mix, celles qui étaient à la maison, celles qui allaient au travail. En fait, il y avait pas de modèle. Non, c'est comme toi tu peux faire à un moment donné, comme tu as envie de faire et selon tes possibilités. Et donc là, je crois que j'ai arrêté de vivre dans la vraie vie. Je me suis noyée dans le virtuel. Ça m'a ouvert un nouveau chapitre de dire, mais voilà, en fait, c'est simple. Tu fais juste comme tu veux. Et si on te propose quelque chose, parce qu'il ne faut pas être fermé aux propositions. Il y a des femmes qui sont devenues mères avant toi. Ta mère, ta grand-mère déjà, tes amis, tes cousines. Mais si ça te convient pas, ne le fais pas. Mais tu vois, juste le fait de pouvoir se dire ça, waouh! Et du coup, bah pareil, je crois que je me suis tellement détendue. Enfin, avant chaque grossesse, j'ai refait un œuf clair. Ça a jamais été quelque chose de, voilà, claquement de doigts. Mais du coup, c'est venu vite quand même. Et voilà. Et là, une grossesse hyper sereine, en faisant du sport, tu vois, pas de stress. En fait, j'étais sortie de ce stress que j'avais eu pour ma deuxième grossesse et même pour la troisième. Et du coup, je savais exactement comment je voulais, pour le coup, accoucher. Du coup, ça a été pareil, une péridurale légère. J'ai facilement récupéré et allaitement exclusif. J'ai gardé mon bébé avec moi la première nuit. Enfin,
toutes les choses que j'aurais voulu savoir que je pouvais faire pour les premiers, je l'ai fait pour celui-ci. Et du coup, c'était un kiff total. J'étais heureux, c'était chouette. Et du coup, j'ai vraiment cet enfant, je l'ai partagé avec ses frères, avec mon entourage. Une grossesse beaucoup plus généreuse, et pour moi et pour les autres. Et c'était vraiment trop chouette. Tu disais que tu avais été aussi peut-être plus proactive sur le fait de... Voilà, tu as demandé à garder ton bébé avec toi la première nuit, à faire l'allaitement exclusif, à ce qu'il n'ait pas de Mais biberon. parce que je savais que je pouvais me le permettre. Et d'ailleurs, anecdote, une sage-femme vient après mon accouchement et on me ramène le petit, parce qu'il l'avait pris pour le peser, tout ça, pour la première mise au sein. Et puis, elle me pince le téton et il n'y a rien qui sort. Et elle me dit, bah, il n'y a rien qui sort. Je lui dis, bah oui, c'est normal. Et tu sais, elle me regarde et elle part comme elle est venue. Et je me disais, mais imagine, c'était mon premier accouchement, enfin mon deuxième accouchement, elle m'aurait dit ça, mais je me serais effondrée. Sauf que là, je sais qu'il n'y a rien à voir. Enfin, tu vois, elle peut pincer pendant les 3 heures qui suivent, il va rien se passer, c'est normal. Mais quand tu sais pas, mais je peux être complètement déstabilisée. J'étais vraiment énervée parce que tu es dans ce stade où une phrase, elle te blesse. Tu pourrais avoir une chute d'hormones et endommager la mise en place de ton allaitement. Ça se joue à peu de choses à ce moment-là, finalement. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en mode indestructible. Et pour chaque grossesse, est-ce que tu connaissais à l'avance si c'était des garçons ou des filles? Ouais, c'était important pour moi de savoir, parce que je t'avoue qu'à chaque grossesse, pardon les garçons, mais j'espérais avoir une fille. Bon, je pense que moi, dans tous les cas, venant d'un modèle familial où on était un garçon, une fille, je me suis toujours projetée dans une famille où il y aurait les deux sexes, tu vois. Et après, voilà, je pense que ayant perdu une fille, ça reste une blessure que tu as besoin de compenser. Donc, chaque grossesse, j'étais en attente. Enfin, il fallait que dès le moment où on pouvait connaître le sexe, je demandais à le connaître. Donc, oui, à chaque fois, je savais. Et au final, d'être maman de 3 garçons, c'est comment? C'est sport, mais non, c'est chouette, franchement. J'aime mes garçons et voilà, c'est des cadeaux de Dieu. De ce qu'on entend aussi de ton témoignage, c'est que la maternité, ça a été vraiment quelque chose d'important dans ta vie. Est-ce que tu dirais que ça t'a complètement transformée? Ouais, mais si tu veux, tu sais, après coup, après avoir lu, et cetera, j'ai découvert le concept de matrescence, hein, qui est comme l'adolescence, mais une fois avoir accouché. Et alors, autant j'ai eu une adolescence hyper calme, je sais pas si c'est lié, mais du coup, moi, voilà, je crois que j'ai explosé en plein vol, mais je ne savais pas que c'était normal en soi. Ça veut dire qu'il y a un changement en toi après avoir accouché pendant 1 à 2 années avant que tu reviennes à la normale, entre guillemets, si on peut dire ça. Et donc moi, je pensais vraiment, tu vois, que j'étais folle, en fait. Parce que je me disais, c'est pas possible, je n'étais que focus sur mon enfant, je ne pensais à rien d'autre, rien ne m'intéressait. Alors peut-être que moi, j'ai atteint un extrême, mais quand même, enfin, scientifiquement, c'est prouvé que, voilà, juste avant ton accouchement et une période plus ou moins longue après, bah, tu as des changements physiologiques, hormonaux, tu vois, tu ne réfléchis plus de la même manière. Ça m'a changé intérieurement dans le sens où j'ai dû aller me reconnecter à moi-même à un moment donné, tu vois, et me redécouvrir. C'est surtout ça. Je pense que si tu le fais avant, bah, typiquement à ton adolescence, et ben, les choses se déroulent plus paisiblement après. Moi, je l'ai fait après, donc c'est compliqué parce que tu dois te gérer et toi et un petit être humain qui dépend uniquement de toi. Donc, tu as moins de temps de sommeil déjà, tu as moins de temps tout court. Donc, je pense que c'est ça qui rend la chose explosive. Oui, c'est vrai que tout comme le concept d'adolescence, c'est quand tu passes, quand tu es une femme de fille à femme, la matrescence, c'est quand tu passes de femme à mère. Et c'est effectivement des périodes de grands chamboulements qui peuvent durer. Maintenant, on peut dire que ça dure 2 ans par enfant, mais du coup, si au bout de 2 ans, tu as un deuxième enfant, bah, t'es Oui, reparti pour... tu en reprends une couche. tu reprends une couche. Donc, c'est assez extensible. Et est-ce qu'avec le recul, tu dirais que tu as fait une dépression postpartum?
C'est possible. Je saurais pas te dire. J'ai jamais mis de mots là-dessus, mais je pense que c'est possible parce que j'étais vraiment, toujours triste et toujours en train de m'auto-flageller. Ça veut dire que j'avais toute la journée une discussion avec moi-même, mais uniquement pour me dire que j'étais nulle, tu vois? À tous les niveaux. Donc, est-ce que c'est une dépression du postpartum? Est-ce que c'est une dépression tout court? Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, mais clairement, je n'allais pas bien. Ça, c'est ce que je peux te dire. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qu'on observe souvent donc dans les femmes qui vivent un postpartum comme ça difficile, c'est qu'elles ont l'impression, c'est cette impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être au niveau. Et il y a une étude qui a été faite avec donc des femmes qui, elles, avaient été diagnostiquées comme souffrant d'une dépression postpartum et des femmes pour qui ça allait mieux. Et ils les ont séparés dans des groupes, mais mélangés, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, ils ne pouvaient pas différencier les bonnes des mauvaises, entre guillemets. C'est-à-dire que celles qui s'autoflagellaient en disant: «Je ne fais pas bien, je n'y arrive pas», de l'extérieur, elles y arrivaient, en fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile parce que finalement, il y a des mamans qui sont dans cette souffrance-là, mais de l'extérieur, comme tu disais, elles donnent le change. En fait, en réalité, elles font bien. Donc on peut pas savoir. C'est un questionnement qui est très intérieur et un doute qui est intérieur, mais alors qu'en réalité, il n'est pas objectif, il n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'occupent bien de leur bébé. C'est juste elles qui ont l'impression. Oui, en fait, je pense que tu as l'impression que c'est jamais assez, que tu pourrais faire mieux. Puis après, ça sort du champ de juste ton enfant. Tu sais, quand tu viens d'avoir un enfant, c'est un nouvel équilibre qui doit se mettre pour toute la famille. Donc, tu dois reprendre tes marques dans la famille, vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis d'un premier enfant éventuellement. Donc, chaque fois que tu as un équilibre, il se remet un peu en jeu et tu repars pas de zéro. Mais bon, quand même, tu vois, il y a un travail d'ajustement. Et ouais, si tu te dis à chaque étape, bah, les autres le font mieux que moi, bon, ça aide pas. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé ton équilibre dans votre mode de fonctionnement avec ton mari, tes enfants? Ouais, je pense. Et puis surtout, je pense que là où je suis en accord avec moi-même, finalement, c'est de me dire que ma maternité fait partie de mon identité, que c'est pas une honte, tu vois, que je devrais pas être définie que par l'aspect professionnel. Tu vois, parce qu'à une certaine période, vu que j'avais pas, voilà, encore une fois, un travail libellé, labellisé, tu tombes sur quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, en général, soit on te demande, ton boulot, soit si on te connaît de manière plus personnelle, on te demande, après ta famille. Et moi, c'était systématiquement: «Comment vont les enfants?» Et un jour, tu te dis: «Mais on a que ça à me demander», et au départ, je pense que ça m'a gênée parce que c'était pas le modèle sur lequel j'étais partie. Et puis finalement, je crois que je suis confortable avec ça. C'est pas grave, en fait, tu vois? Parce que fondamentalement, c'est le plus gros projet de ma vie à date. Ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres. Je pense que là, à partir de maintenant, je vais forcément commencer à en avoir d'autres parce qu'ils ont grandi, qu'ils ont besoin d'espace et que moi, j'ai besoin d'en récupérer pour moi, pour être sereine le jour où, voilà, ils prendront un chemin plus éloigné de moi. Mais jusque-là, c'est ça qui m'a convenu. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de parler d'un de tes projets. Parce que tu as donc créé Vue sur Mer, qui est un groupe de discussion entre mamans et pas que mamans d'ailleurs, c'est ouvert à toutes celles que ça intéresse. Est-ce que ce projet, justement, il est né de ta frustration de ne pas avoir pouvoir eu accès à tous ces témoignages, ce champ des possibles, ces différentes manières de faire quand tu étais enceinte de tes premiers et que tu as découvert via Instagram plus tard? Clairement, ouais, clairement, parce que je me suis dit, tu vois, en fait, je me suis sentie très seule tout ce temps et que ça aurait été tellement plus agréable, d'échanger là-dessus. Et tu le vois, en fait, ces femmes qui viennent, qui déposent quelque chose et hop, tu sens que ça sera plus jamais la même chose après quand elles seront rentrées. Elles se rendent compte qu'elles sont pas seules, tout simplement. Et en fait, c'est ça qui te donne le courage d'avancer à la fin de la journée. Je veux dire, ce sentiment d'être soutenue, de pas être seule, de pouvoir en rigoler, ça change toute la donne, clairement. Et donc, vue sur mer, voilà, c'est un matin, je me suis dit: «S'il y avait eu moyen que je ne passe pas par ça, voilà, j'aurais été beaucoup plus sereine des années avant». Et donc, j'ai envie de créer cet espace pour que les femmes qui en aient besoin puissent venir. Et je pense qu'il y en a besoin vu qu'elles viennent et j'en suis super fière et j'espère que ça va continuer longtemps.
Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que donc c'est aussi des réunions, enfin voilà, très informelles où il y a des femmes, de différents backgrounds, comme tu disais, différentes origines, différentes situations. Et finalement, quelles que soient nos expériences, nos situations, nos origines, la maternité, c'est vraiment un sujet où tout le monde se rejoint. On a toutes des expériences similaires, on a toutes des questionnements à partager. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ouais, la maternité, c'est aussi un moyen puissant de sororité, en fait, de créer des liens entre femmes en faisant fi de toutes voilà, nos différences culturelles, religieuses, familiales, etc. Donc c'est toujours des moments d'échange qui sont effectivement riches. Aujourd'hui, donc, tu as fait certaines choses dans ta maternité, notamment tu disais, l'allaitement, le fait de vouloir rester, d'avoir un rythme différent par rapport, à ton travail que ce que tu imaginais, par rapport à la façon dont les autres font ou dont toi-même tu as été élevé, il y a des différences. Aujourd'hui, qu'est-ce que, tu dirais que tes parents t'ont transmis et que tu voudrais vraiment transmettre toi aussi à tes enfants? Alors, mais vraiment cette valeur de famille, qu'on est là pour la famille, qu'on est soudés, qu'on peut compter les uns sur les autres, mais aussi il y a ce côté quand même, heu, don de soi, même si je les mettrais un peu en garde, de se dire: «Il faut garder de soi pour soi-même», mais quand même cette générosité, ce désintéressement de penser aux autres, tout simplement, d'être là pour les autres. Chacun à son tour dans la vie, on a des périodes, où on va pas être au top. Bah, chacun à son tour doit être là, pour les autres membres de la famille. Après, ce serait la valeur, voilà, travail, d'avancer et puis, beh, c'est surtout, ouais, je pense surtout l'amour, quoi, aussi. Se donner ça et parce que c'est ça qui te donne la force. Et est-ce qu'il y a des choses, que tu as fait différemment et c'était très clair pour toi que tu voulais faire différemment? Bah, il y a plein de choses que j'ai fait différemment, oui, par rapport à mes enfants, mais parce qu'on avait accès à une information qui n'existait pas à l'époque. Moi, je vois ma mère, son amour passe beaucoup par la nourriture et voilà, aujourd'hui, on est conscient que, par exemple, si systématiquement tu consoles un enfant, avec un biscuit ou un gâteau, bah, à l'âge adulte, il y a de fortes chances que ça devienne un mauvais réflexe alimentaire, genre j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai un stress, je vais directement ouvrir mon frigo et ça te crée d'autres soucis par la suite. Après peut-être sur ma vie de couple, bon, on est une autre génération, on a des manières de fonctionner différentes, voilà, mais pour en revenir à la maternité, je pense que c'est spécifiquement l'expérience où 9 fois sur 10, tu as beaucoup de chances de faire exactement l'inverse de ce que tu avais prévu. C'est surtout ça, faut être préparé à ça et l'accepter et voilà et t'écouter. C'est-à-dire tu pouvais prévoir quelque chose et une fois que tu accouches, beh, ça marche pas du tout pour toi ce qui était prévu. Bah, faut avoir le courage et puis comment dire? Cette douceur vis-à-vis de soi-même, de se dire: «J'avais prévu ça, mais ça me rend malheureuse, donc viens, on fait autrement», tu vois? Ouais, de savoir s'écouter et effectivement d'être indulgente et bienveillante envers soi-même autant qu'on l'est, envers les autres en général. Et je sais que c'est un sujet aussi qu'on a déjà abordé, justement à Vue sur Mer ou dans d'autres circonstances, mais tu parlais de douceur. On parle beaucoup aujourd'hui d'éducation bienveillante, d'éducation positive, d'exprimer ses émotions. Est-ce que toi, c'est des choses aussi, voilà, qui te parlent, par rapport à la façon dont tu envisages, l'éducation de tes garçons? Bah, enfin, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup documentée. Dans la réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, bah, déjà, moi, dans mon éducation, tu vois, je pense qu'on est très pudique. Donc, c'est difficile de communiquer, de mettre des mots sur ses émotions, voilà, par pudeur. Donc, c'est vrai que quand toi, tu deviens maman, bah, ça devient pas automatique vu qu'on l'a jamais fait. Donc, c'est déjà un exercice difficile. Après oui, voilà, j'essaye d'être dans la bienveillance, je suis convaincue que malmener des enfants, ça te mènera à rien. Tu vas rien en obtenir, à part les rendre, encore plus difficiles à gérer, on va dire. Après, comme chez tout le monde, je pense qu'il y a les jours avec et les jours sans où je vais me retrouver en mode, maman Hulk, ça arrive. Mais non, j'essaye vraiment d'être dans la bienveillance, voilà, de les écouter, de les prendre comme ils sont.
parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Ils peuvent même être différents de ce que peut-être la société en attend. Mais surtout, je pense que j'essaye de préserver leur enfance, leur innocence, sachant que c'est très, très, très difficile dans le monde dans lequel on vit, avec notre ennemi numéro 1, le téléphone. Donc c'est hyper compliqué en fait, tu vois. Mais pour moi, ça, c'était vraiment, par exemple, super important de faire super attention à ce qu'ils regardent à la télé, parce que ils peuvent ne pas réagir sur le coup. Ils vont pas te dire qu'ils ont eu peur. Mais en fait, ils ont capté des images que leur cerveau n'était pas prêt à traiter. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de machine arrière, tu vois. Et donc ça, vraiment, c'était une de mes grosses missions avec mes enfants, d'essayer de les protéger de ça. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai fait comme j'ai pu, de vraiment de leur conserver ce capital enfance, parce que finalement, c'est tellement génial, cette période d'insouciance. Leur laisser juste être libres, être eux-mêmes, se dépenser, faire un peu les fous, apprécier les choses de la vie, quoi. Et j'ai une dernière question. Quand tes fils seront plus grands, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi ? Je vais pleurer là. Je sais pas, on a eu une maman qui nous a aimés plus que tout, je pense. Hein. Après, tout le reste, je suis pas sûre qu'ils s'en souviennent en vrai. J'avoue, question piège, je m'y attendais pas. Tu sais, quand enfin, je sais pas si c'est parce que tu prends de l'âge, mais tu te poses des questions, en fait, vraiment sur ta mission de vie, enfin, à quoi ça sert, tu vois, tout ce qu'on fait, pourquoi on est là, tout est tellement transitoire, et finalement, je me dis qu'on est juste là pour élever ces petits qui peuvent pas fonctionner au départ s'il n'y a pas d'adultes autour d'eux, et leur laisser les rênes de la suite. Et je me dis que plus ils ont un capital au départ, voilà, de bonheur, de confiance et d'amour, et eux-mêmes, ça va être, ils vont devenir des personnes aimantes, et enfin, c'est ça qui va faire que le monde continue à bien fonctionner, quoi, à une échelle plus large. Et vraiment, je pense qu'on sert à ça, finalement. Donc, s'ils arrivent à se souvenir de ça et du coup à redonner, eux, de leur côté, on est bon. On est bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Et je pense que tout ce que tu as traversé, la façon dont tu l'as vécu, dont tu arrives à le formuler aujourd'hui, et qui a aussi donné naissance à Vue-sur-Mer, voilà, ça permet aussi de renouer avec cette transmission qui s'est perdue au niveau familial et qui se recrée aujourd'hui autrement. Eh bien, hâte de suivre la suite des aventures. Tu seras là, de Vue-sur-Mer, bien sûr. Comme toujours, depuis le départ. Et vraiment, voilà, encore merci pour ton temps et pour ce témoignage. Merci à toi de m'avoir invité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.